Bonjour, bienvenue à Café Noir, l'émission d'Avatar Édition qui porte pour vous un autre regard sur le monde. Je suis Gilbert Daoued des éditions Avatar. Aujourd'hui, je suis avec Pierre Le Vigan qui vient de publier Éparpillé façon puzzle chez Perspectives Libres. Comme d'habitude, vous trouverez le lien dans le champ de description de cette vidéo. Actualité oblige, nous ne pouvions pas ne pas commenter rapidement le résultat final de cette élection présidentielle, qui finalement a été atypique. C'est notre 5e et dernière émission sur ce sujet. Les émissions précédentes sont bien sûr toujours disponibles sur nos chaînes YouTube et Odyssée. Nous avons donc intitulé notre tour de table « Deuxième tour, Mélenchon, sauveur de Macron ». Alors Pierre, finalement, même si franchement nous le savions, les castors du bas ont été battus. Oui, bonjour Gilbert. Les castors du bas, c'est vrai, ont été battus par les castors du haut, par l'oligarchie. Alors, il faut quand même relativiser la victoire de l'oligarchie parce qu'il y a eu un taux d'abstention supérieur au second tour à celui du premier tour, de l'ordre de 26%. Il y a eu aussi un nombre important de bulletins blancs, sachant que les bulletins blancs sont régis par des règles très strictes. Il faut que ça soit un bulletin blanc que chacun confectionne soi-même parce qu'il n'est pas présenté sur les tables dans les bureaux de vote, qui soit du même format que les bulletins de vote. Donc, en fait, beaucoup de bulletins blancs ne sont pas comptabilisés et il y a eu aussi beaucoup de bulletins nuls. Donc, en fait, Macron est minoritaire par rapport au nombre d'inscrits. Et il y a aussi, d'ailleurs, les gens qui pourraient être inscrits sur les listes électorales, qui en ont toutes les conditions et qui ne sont pas inscrits. Toutefois, évidemment, c'est quand même en gros 58 et des poussières contre un petit peu moins de 42 pour la candidate des castors du bas, Marine Le Pen. Donc effectivement, c'est une victoire du camp mondialiste, du camp aussi de l'oligarchie, mais beaucoup moins éclatante qu'en 2017. Ça, il faut quand même bien en prendre conscience. En 2017, la même candidate, si je puis dire, populiste, antimondialiste en tout cas, même si elle l'est avec beaucoup de prudence, elle n'était majoritaire dans aucune région. Là, elle est quand même de peu majoritaire en PACA, ce n'est pas rien. Elle est majoritaire dans la région des Hauts-de-France, c'est-à-dire l'ancienne Picardie, plus le Nord-Pas-de-Calais. Elle est majoritaire en Corse, elle est minoritaire, mais de très peu en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, c'est quand même un résultat qui n'est pas mauvais. Par contre, ce qui est important, à mon avis, c'est l'analyse sociologique. Marine Le Pen est extraordinairement minoritaire dans toutes les grandes villes, 14% à Paris, et donc 86% pour Macron, 19% seulement dans les Hauts-de-Seine, c'est-à-dire une banlieue ouest plutôt bourgeoise. Donc c'est quand même là quelque chose d'extrêmement frappant. Donc si on veut résumer, les grandes villes sont principalement macroniennes, un petit peu mélenchonistes parce qu'il y a des immigrés dans les grandes villes, mais aussi parce qu'il y a ce qu'on appelle les bobos, c'est-à-dire une certaine jeunesse de gauche, due notamment au gauchisme ambiant dans l'éducation dite nationale. Ce mélenchonisme, évidemment, se partage les grandes villes avec une domination macronienne absolument éclatante dans les villes les plus bourgeoises, à Versailles, dans le 16e arrondissement de Paris. Il y a un deuxième bloc qui est la France périphérique, France populaire, qui inclut d'ailleurs des gens d'origine immigrée, mais France moins immigrée que certaines banlieues. Et là, c'est avant tout un bloc mariniste. C'est ce que Jérôme Fourquet appelle le bloc populaire. Et Jérôme Fourquet et surtout Jérôme Sainte-Marie. Et là, c'est nettement une couche sociale qui se trouve par ailleurs dans cette France périphérique, plutôt de banlieues très éloignées, c'est plus vraiment la banlieue classique, ou de zones rurales, partiellement rurales, mais qui ne vivent pas forcément de l'agriculture, bien entendu, il faut quand même le rappeler. Et là, c'est une deuxième France plutôt populiste, et en l'occurrence qui a voté Marine Le Pen. Et il y a la France des banlieues, des grands ensembles, qui, elle, est très majoritairement mélenchoniste et très peu mariniste, Marine Le Pen est entre 10 et 20% dans les banlieues populaires, mais aussi les banlieues en partie immigrées, comme la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Donc ça, ce sont en quelque sorte les trois Frances. La France des grandes villes, la France des banlieues et la France périurbaine, périphérique. Donc en fait, Macron, Mélenchon
Et le troisième cercle, si je puis dire, le plus éloigné des grandes villes, eh bien, c'est Marine Le Pen. Elle a plus de Alors, chance avec disons, les Français d'origine immigrée que les bobos de Paris. Alors, il est certain que le paradoxe, c'est que les banlieues, qui ne sont pas que peuplées d'immigrés, mais dans lesquelles l'immigration est très fortement présente, c'est quand même l'endroit où elle est le plus fortement présente. Les banlieues ont voté pour Mélenchon, qui est quand même proche de la cancel culture, hein, la culture de l'annulation des traditions et du wokisme. C'est très curieux parce que quand même, dans une bonne partie des populations immigrées, arabo-musulmanes ou d'Afrique noire aussi, musulmanes ou chrétiennes, hein, du reste, parce qu'il y a évidemment des Africains chrétiens, qui ne sont pas en nombre négligeable, dans une bonne partie de cette population, il y a quand même des références culturelles traditionnelles qui sont importantes, qui sont transmises par les familles. Or, en fait, il n'est pas très rationnel que ces populations se rallient finalement au seul homme politique qui leur parle franchement, qui est Jean-Luc Mélenchon, mais qui en même temps est entouré de ce qu'on pourrait appeler le gauchisme culturel. Donc, sans démagogie aucune, à mon avis, il y aura un discours, je dirais, plutôt conservateur sociétalement, je ne dis pas socialement, mais sociétalement, qui pourrait être tenu vis-à-vis des populations issues de cultures plus traditionnelles que celles de notre Occident postmoderne. Donc, pratiquement, le Rassemblement national devrait recommencer à parler aux Français de branche avec plus de tradition et moins de voile. Avec plus de tradition, effectivement, et en parlant sans doute moins du voile. Et surtout, moi, ce qui m'a frappé quand même dans cette histoire du voile, dans laquelle c'est en quelque sorte enferrée Marine Le Pen, c'est que en banlieue, on voit des gens qui portent le niqab, hein, c'est-à-dire le voile intégral, qui ne laisse apparaître, comme on le voit sur certaines photos d'Arabie Saoudite, qui ne laisse apparaître que la fente des yeux. Or, la police n'intervient pas. Moi, personnellement, je vois ce type de cas en banlieue, assez rarement, mais ça m'arrive quand même d'en voir, et la police n'intervient pas, ce qui, pour le coup, n'est pas normal. Alors, évidemment, les 2 années et demie de folie covidiste, avec l'obligation de porter un masque, ont fait qu'un certain nombre de gens se sont retrouvés effectivement avec un voile sur la tête et un masque sur le nez et sur la bouche. C'est tout simplement le niqab, mais c'est en quelque sorte le niqab macroniste. Donc effectivement, je pense que là-dessus, il faut faire respecter la loi sur le niqab, et je pense que les distinctions dans lesquelles Marine Le Pen a voulu se lancer entre le voile islamiste et le simple voile islamique sont une affaire dans laquelle, on l'a vu, elle s'est empêtrée les pieds. Je pense que, bon, il est souhaitable, il est indispensable en tout cas, que tout le monde montre son visage. Ce sont les lois simples de la civilité, et pas seulement de la République, de la civilité française, tout simplement. Et je pense que là-dessus, ce n'est pas la peine d'entrer dans des débats byzantins qui se retourneront contre ceux qui lancent ces débats. Et on l'a vu, parce que Marine Le Pen a perdu une partie du temps du second tour dans cette affaire. Alors, une fois n'est pas coutume, face au Front républicain, s'est constitué cette fois-ci autour de Marine un Front national. Oui, alors le Front national, c'est comme le sparadrap du capitaine Haddock. Hein, Marine a renommé son parti de FN en Rassemblement national, mais finalement, le peuple a constitué un front national. Demi-plaisanterie mise à part, c'est plutôt un front populiste en quelque sorte, hein, un front des non-mondialistes, je dirais un front patriotique. Effectivement, un certain nombre de gens qui n'ont pas depuis des années de bons rapports ni avec le RN, ni avec Madame Le Pen, des gens comme Florian Philippot, comme Asselineau, ont fait un appel extrêmement clair à voter Marine Le Pen. Et de même, il faut le noter, Éric Zemmour a été très clair là-dessus. Donc, effectivement, de ce point de vue, il y a eu clairement un front patriotique. Nicolas Dupont-Aignan aussi on a fait partie. Ce front patriotique, néanmoins, n'a pas tenu très longtemps, puisque Éric Zemmour, peu de temps après le second tour, a à la fois fait une proposition d'alliance à
Marine Le Pen et en même temps a expliqué que pour la 8e fois, en incluant la candidature de Jean-Marie Le Pen en 1974, ce qui ne nous rajeunit pas que pour la 8e fois, le nom Le Pen était associé à la défaite. Oui, on aurait pu dire même pour la 9e fois, puisque Marion Maréchal, qui s'appelait il y a encore peu de temps Marion Maréchal Le Pen, avait soutenu Éric Zemmour et finalement elle est aussi associée à l'échec de 2022. Parce qu'en fait, il y a deux échecs de Marine en 2022. Il y a l'échec de Marine Le Pen et il y a l'échec indirect de Marion Maréchal Le Pen. Donc, je pense que ce genre de pic n'a pas beaucoup d'intérêt. Il faut quand même remarquer que au présidentiel, Marine Le Pen a fait 17,9 en 2012, 21 et des poussières en 2017 et un peu plus de 23 en 2022. Bon, certes, elle perd au second tour en 2017 et en 2022. Néanmoins, en comblant une partie du retard qui était de 34 points en 2017, qui est de 17 points, ce qui reste absolument considérable en 2022, c'est tout de même une progression. Même si, pour l'instant, elle est très loin du succès. Alors, est-ce que Marine va pouvoir bénéficier de ce Front National aux législatives? Alors, tout porte à croire que les législatives se présentent plutôt mal pour le Rassemblement national. Rappelons-nous, en 2012, Marine Le Pen a fait 17,9, presque 18% au présidentiel. Elle n'était pas au second tour, ce qui évite la déception du second tour. Quitte à perdre, il vaut mieux ne jamais être au second tour, mais ce ne sont pas des choses dont on décide. Et elle a fait 14%, enfin son parti a fait 14% des voix aux législatives de 2012. En 2017, déception du second tour avec 33,9%. Et recule très fort aux législatives, puisque le Rassemblement national n'a fait guère qu'un peu plus de 13% aux législatives de 2017, alors que Marine Le Pen était à plus de 21% au premier tour des élections présidentielles. Donc de 21 à 13, recul considérable. Il est probable que là aussi, le recul va être très important. Alors notons d'ailleurs qu'en 2017, les sondages pour les législatives donnait 19% à Marine Le Pen. Et elle en a fait 13, je le rappelle. Là, les sondages lui donnent 23% aux législatives. Il est fort probable, malheureusement pour le Rassemblement national, que ces sondages sont totalement surestimés et qu'il y aura une décote considérable et que ça sera miraculeux si le Front National fait ne serait-ce que 15%. Bon, disons qu'il pourra faire, je pense, entre 14 et 18%. 20% serait vraiment une très bonne surprise du point de vue du Rassemblement national. Ceci étant, malgré un score national en baisse, en 2017 par rapport à 2012, le Front National a quand même fait élire 8 députés au lieu de 2 en 2012. Il est probable que même si le score n'est pas considérable aux prochaines législatives, que le Rassemblement national fera élire plus de députés qu'en 2017. Il n'est pas impossible qu'il en ait une quinzaine, voire un peu plus. Une quinzaine lui permettrait d'avoir un groupe parlementaire. Ça restera évidemment faible sur une assemblée de 577 députés. Nous ne sommes pas en Italie, il n'y a pas de proportionnel. La grande faiblesse aussi du Rassemblement national, c'est quand même d'être extrêmement peu présent dans les centres-villes. Notre faiblesse, c'est l'absence totale de maillage local. Il n'y a pas d'activité locale, il n'y a pas de relais locaux. Le Parti communiste avait des relais comme le Secours populaire. Le Rassemblement national n'a absolument aucun relais de ce genre, ni d'une autre nature. Nous le savons, il n'a pas de journaux, il n'organise pas des fêtes. Le Rassemblement national ne propose absolument pas cela parce qu'il a systématiquement peur de perdre le contrôle de tout ce qui n'est pas totalement une parole conforme. Bon, est-ce que Zemmour, avec ses 6,8%, est encore crédible? Alors, Zemmour a incontestablement échoué. Alors, on peut dire il a fait entrer des questions dans le débat. Bon, c'est pas très sérieux. L'immigration, c'était dans la conscience des Français avant qu'Éric Zemmour ne se porte candidat. Enfin, je pense qu'Éric Zemmour a joué un rôle très important comme journaliste depuis des années. Journaliste stimulant, intéressant, de bon niveau, etc. Mais c'est pas sa candidature qui a fait que tout d'un coup on parle d'immigration. Bon, quant à sa surenchère, quand il a commencé à essayer d'être transgressif,
voyant qu'il décrochait dans les sondages en parlant de remigration. Il n'y a pas de sujet tabou, mais ça n'a pas accroché. Est-ce que Macron ne doit-il pas sa victoire à Mélenchon? Les insoumis se sont finalement soumis. Alors tout à fait, les soi-disant insoumis, qui sont en fait parfaitement soumis, en tout cas à l'idéologie dominante et au réflexe pavlovien dominant, nous ont montré que malgré tout, le Front républicain tient encore. D'ailleurs, on l'avait vu quand même au régional, malgré un taux absolument énorme d'abstention. Mais enfin, quand on voit que Thierry Mariani avait perdu très largement aux élections régionales en PACA, pourtant, Thierry Mariani n'est pas du tout un cacique du Front National, c'est un ancien ministre de Sarkozy, et il a quand même été balayé par une union de la droite parlementaire et de la gauche qui a voté comme un seul homme pour le maire de Nice, Estrosi, contre Mariani, le candidat RN. Donc là aussi, Mélenchon, je ne pense pas qu'il ait fait élire à proprement parler Macron, mais il a fait que Macron, au lieu de l'emporter de manière courte à 52-48, l'a emporté à 58-42 grâce aux voix mélenchonistes, parce que effectivement Mélenchon a répété X fois, pas une voix pour Marine Le Pen, alors qu'il n'a dit aucunement par une voix pour M. Macron. Il n'a pas dit ni, il a dit ni Marine ni Le Pen. Donc effectivement, il a sans doute amené 6 ou 8% des voix à Macron, et ce qui fait que Macron se sent en position de force. Donc Mélenchon est aussi une fausse opposition. Alors oui, alors en un sens, parce que de toute façon, le tour de piste Mélenchon, alors déjà c'est son dernier tour de piste, hein, il l'a dit, Marine aussi a dit qu'elle ne se représenterait pas, bon, elle changera peut-être d'avis, mais en l'occurrence, l'alliance mélenchoniste entre les bobos de centre-ville, obsédés par les questions sociétales, plus que sociales finalement, et des immigrés qui, au fond, s'ils connaissaient l'entourage de Mélenchon, seraient plutôt choqués par l'antitraditionnalisme du milieu mélenchoniste. Donc en fait, ça ne peut pas durer. C'est la stratégie Terra Nova, à l'envers, enfin, si je puis dire. Donc là-dessus, encore une fois, l'alliance de la carpe et du lapin mélenchoniste ne tiendra pas. Ça ne tient que par le relatif charisme de Mélenchon. Mais Mélenchon parti, ça va imploser, s'effondrer, et ça sera vraiment une perte de temps considérable, une perte d'énergie considérable, à côté duquel, si j'ose dire, le Rassemblement national apparaîtra presque comme un môle de stabilité, c'est dire. Et c'est pour ça que moi, je pense que le PCF, le Parti communiste français, a joué sur le long terme. Parce qu'il peut être le parti qui remplacera les insoumis quand Mélenchon ira en retraite. La parole de la fin, Pierre. Alors, oui, pour ce qui est du PCF, je pense que de toute façon, d'une manière générale, on doit toujours défendre ses idées. Et je ne reprocherai pas pour le coup. Je trouve que le PCF a certainement joué le long terme plutôt que le court terme. Le court terme, c'était la dynamique Mélenchon. Le long terme, c'est conforter ses idées et avoir un candidat qui les défend. La difficulté du PCF, c'est que malheureusement pour lui, bien entendu, ce n'est pas mon problème, mais il n'a plus la structure qu'il avait il y a 30 ou 40 ans. Son idéologie est devenue une sorte d'idéologie chrétienne de gauche, droit de l'homiste, etc. La parole de la fin, moi j'en reviens fondamentalement à la nécessité, indépendamment de ce que pourront peut-être apporter un jour les élections, mais à la nécessité de tisser localement des liens de socialité, des liens d'entraide, des liens de formant en quelque sorte une contre-société qui ne soit pas soumise aux aléas et aux aléas du politique, dans une contre-société dans laquelle les liens horizontaux tissés entre les gens soient plus importants que les aléas d'une verticalité politique qui, pour l'instant, justement, est une fausse verticalité. Donc, pour l'instant, je pense qu'il faut en quelque sorte savoir faire sécession du court-termisme pour s'investir dans des contre-sociétés qui tissent des liens à long terme entre les gens à la base, sur la base aussi d'une vision du monde commune qui soit, à mon avis, le réenracinement, le localisme, l'entraide locale, etc. Bon, alors c'est la fin de cette émission de Café Noir. Merci Pierre. Merci Gilbert. N'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, à vous abonner gratuitement à notre chaîne YouTube ou Odyssée. N'hésitez pas aussi à commenter et à nous dire ce que vous pensez du sujet traité.
Si vous voulez nous aider plus activement sur YouTube, vous pouvez faire des dons en vous abonnant à la chaîne. Il y a 3 formules. Ou sur Odyssée en faisant un don ponctuel en utilisant la crypto-monnaie. Merci et à la prochaine émission.